Spidegalla, helvatkin, meri och mund, röd hambar, vildådo, vallkor, Solvarpsunen. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. J'espère que la petite vidéo en intro vous aura plu. Elle a été tournée avec le Sony A7 IV qu'on va voir dans cette vidéo. Alors l'idée c'est pas de vous faire une vidéo en mode review full technique parce que déjà c'est pas mon kiff et en plus il y a déjà pas mal de créateurs qui ont fait des vidéos là-dessus qui sont plutôt bien faites, mais plutôt de voir avec des tests terrain ce que la caméra a à nous offrir en photo et en vidéo. Sony m'a envoyé l'A7 IV il y a maintenant un mois maintenant. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux, au contraire ils ont pas trop le droit de regard sur ce que je vais dire dans cette vidéo, ils l'ont même pas vu d'ailleurs avant. Donc évidemment comme toutes les autres vidéos, je vais vous partager mon avis honnête sur cette caméra. Alors j'ai pu tester l'A7 IV dans pas mal de situations différentes, notamment au Mont-Saint-Michel avec mon pote Pierre, où on a pu pousser la caméra dans des conditions un peu complexes avec du vent, de la pluie, etc. Et j'ai aussi fait des tests dans d'autres situations que vous verrez dans la vidéo. Alors petite info, je suis pas mal tourné vers la gamme Sony. J'ai eu pendant pas mal de temps un Sony A6400 et aujourd'hui je tourne principalement avec un Sony A7S III et mon second boîtier, un Sony A7 III. Donc autant dire que je commence à quand même pas trop mal connaître la gamme Sony et c'est surtout que je connais les points forts et les points faibles un peu de chacun. Donc dans cette vidéo, on va parler rapidement des specs, on va parler aussi des fonctionnalités intéressantes de ce boîtier. Je vous donnerai à la fin les plus et les moins selon moi de l'A7 IV et je finirai par vous donner mon avis sur cet appareil. Et malgré les critiques qu'on peut lire et voir sur l'A7 IV, moi je suis pas totalement d'accord avec ça. J'ai vraiment bien aimé la caméra et ce qu'elle est capable de faire et je pense qu'elle va pouvoir intéresser beaucoup de monde et vous allez voir pourquoi dans la vidéo. Avant de vous montrer ce qu'elle est capable de faire, on va parler un petit peu de l'ergonomie du boîtier. Première chose, il tient beaucoup mieux dans la main que par exemple l'A7 III. En fait, il a beaucoup plus de profondeur, donc ce qui fait que il y a un peu plus de grip quand vous le tenez à la main. Et quand on s'est habitué à tenir l'A7 IV et qu'on repasse sur l'A7 III, on sent direct la différence, c'est beaucoup moins agréable. Je continue avec quasiment l'indispensable, je pense aujourd'hui, c'est l'écran retournable. Donc là, on a un écran LCD qui est tactile et qui peut s'orienter à 180 degrés. Donc c'est hyper pratique quand vous filmez, mais pas que. Par exemple, si vous êtes dans des situations où c'est un petit peu compliqué d'avoir le plan, et avec l'écran orientable, vous allez pouvoir un petit peu vous mettre dans le sens que vous voulez. Et ça, pour le coup, c'est hyper pratique. Je parle rapidement du viseur qui a aussi été amélioré. On passe à 3,6 millions de points sur l'A7 IV, alors que l'A7 III, on avait 2,3 millions, il me semble. Alors, je sais pas vraiment trop ce que ça veut dire. Moi, je vous avoue que j'ai juste l'impression de mieux voir quand je suis en train de regarder du coup dans le viseur. Et pour cadrer un plan, notamment en photo, je vous avoue que c'est quand même un peu plus pratique, c'est plus net. Également, la grosse nouveauté avec ce boîtier, c'est la roue pour changer les différents modes. Maintenant, vous avez une roue pour choisir entre le mode photo, le mode vidéo et le mode SNQ, qui est en fait le mode ralenti. Ce qui fait que pour chaque mode, vous pouvez personnaliser jusqu'à 3 pré-réglages. Par exemple, moi en vidéo, mon 1, c'est mon 4K 25, mon 2, c'est mon 4K 50 images par seconde et mon 3, c'est mon 1080p à 100 images par seconde. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire exactement la même chose avec le mode photo. Vous pouvez mettre par exemple en 1 le mode rafale, en 2 le mode JPEG plus RAW, etc. Ça permet d'être plus rapide et surtout plus réactif pour changer de mode en fonction de la situation. Et ça, j'avoue que moi, ça m'a pas mal aidé. Pour continuer, ils ont enfin changé la roue d'exposition qu'on avait sur l'A7 III, qui était honnêtement pas hyper utile pour beaucoup de monde. Là maintenant, ce qui est cool, c'est qu'on peut la personnaliser un petit peu avec ce qu'on veut, et aussi ce qui est top, c'est qu'on peut bloquer ce pré-réglage juste en appuyant sur la roue. Donc ça, c'est plutôt pratique si par exemple vous voulez changer votre balance des blancs, vous avez juste à tourner la roue et ensuite à la bloquer et hop, ça bouge pas. Donc ça, c'est un réglage de plus qui est assez pratique. Pareil, je vais pas trop rentrer dans les réglages des personnalisations des boutons parce qu'il y en a 15, donc ça c'est plutôt cool. Comme ça, vous pouvez un peu vous organiser comme vous voulez. L'A7 IV a 2 slots de carte SD, une CF Express qui fait aussi carte SD classique
graphique et l'autre qui fait uniquement carte SD. Alors les deux sont UHD 2, donc pour toutes les cartes SD qui sont plutôt rapides, c'est compatible, donc ça c'est cool. De l'autre côté, ils ont enfin changé le système de cache qu'on avait sur l'A7 III qui était immonde, avec des trucs qui pendaient et tout, enfin bref, c'était une horreur. Là, ils ont un peu repris le concept avec l'A7S III, où en fait, c'est des compartiments qui sont beaucoup plus faciles à ouvrir et à refermer, et surtout qui sont pas trop non plus dans l'axe de l'écran qui se retourne, donc ça c'est pratique. En termes de connectique, on a les classiques USB-C qui permet de recharger la caméra et surtout diffuser un flux en live, donc ça c'est cool. Et on a aussi le full HDMI, et ça je vous avoue que c'est un petit plaisir, parce qu'avoir le mini HDMI, de temps en temps ça buguait et tout, là au moins on a un full HDMI, et ça c'est plutôt bien. Ah oui aussi, alors dernière chose, c'est pas vraiment une feature de l'ergonomie, mais je trouve ça hyper pratique. Quand on éteint la caméra, le shutter se ferme directement. Ce qui veut dire que c'est hyper pratique quand par exemple vous changez d'objectif, au moins vous n'allez pas être flippé en mode j'espère qu'il va pas avoir une poussière qui se met sur mon capteur. Là ça va se fermer automatiquement et ça du coup au moins vous êtes tranquille, il va pas avoir de petites saletés qui vont se mettre sur votre capteur. Alors, on va rentrer rapidement dans les specs de l'A7 IV. On a un capteur plein format de 33 mégapixels, ce qui est pas mal du tout pour la photo et pour la vidéo, surtout quand on a un crop quand on filme. Vous me voyez venir un peu là ? Vous la voyez le torticolis là qui arrive? Non, en vrai, le nombre de mégapixels est surtout important en photo si on veut imprimer en poster ou alors vraiment zoomer dans notre image quand on est sur la retouche. En vidéo, ça nous apporte assez peu. Il vaut mieux même d'ailleurs avoir moins de mégapixels pour une meilleure gestion en basse lumière, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc, l'A7 IV peut filmer en 4K à 25 et à 30 images par seconde sans crop, donc ça c'est cool. Et il peut filmer en 4K jusqu'à 50 images par seconde avec un crop assez important de 1,5, ce qui le fait passer en fait à un capteur APS-C entre guillemets. En fait, l'impact va surtout être sur le cadrage de votre plan. Si je vous montre la différence entre deux plans, vous allez très vite voir que le 4K 50 est forcément plus serré que le 4K 25. Mais c'est là où tu es content d'avoir un capteur de 33 mégapixels parce que le crop vient prendre sur le capteur. Mais avec autant de mégapixels, on perd quasiment pas trop en termes de qualité d'image, donc ça c'est top. Pour le coup, je pensais vraiment que ça allait me saouler d'avoir un crop à 1,5 en filmant en 4K à 50 images par seconde, mais honnêtement, tu t'habitues assez rapidement. En fait, tu vas adapter ton plan, que ça soit en termes de focale ou de position, ce qui fait que petit à petit, tu t'en rends plus trop compte. Bon, après, je vous avoue quand même que j'aurais préféré ne pas avoir de cadrage, on va pas se mytho non plus, mais avec le temps, etc., et en fonction de la situation, c'est pas si dérangeant que ça. Par contre, on n'a pas de 4K 100 images par seconde. Si on veut aller à cette cadence d'image, il faut qu'on descende en 1080p. Perso, ça me dérange pas, même sur mon A7S III, j'utilise quasiment jamais le 100 images par seconde, qui est pour moi un peu trop ralenti. Donc, à voir en fonction de vos besoins, mais perso, ça me dérange pas tant que ça. En 4K 50, c'est déjà très suffisant pour moi. Grosse update par rapport à l'A7 III, on peut maintenant filmer en 4:2 10 bits en interne. Alléluia. L'A7 III, lui, filme en 8 bits, donc si en gros vous connaissez pas la différence entre 8 et 10 bits, le 10 bits donne beaucoup plus de profondeur dans nos couleurs. Donc ça permet de garder plus d'infos dans notre image et surtout de nous donner la possibilité de retoucher notre vidéo comme on veut. Le 10 bits, c'est clairement un game changer. Vous allez directement voir la différence si vous êtes en extérieur, qu'il y a un coucher de soleil ou alors dans des conditions un peu extrêmes avec beaucoup de couleurs, ça va se voir direct la différence entre 8 bits et 10 bits. Surtout que le 10 bits devient maintenant quasiment un standard à avoir, ou en tout cas il va le devenir assez rapidement je pense, et du coup je suis hyper content que le 10 bits soit dans le Sony A7 IV, bien que c'était un must à avoir. Au moins il y est. Gros plus aussi, ils ont enlevé la limite d'enregistrement. Donc si on veut, on peut laisser la caméra tourner pendant plusieurs heures par exemple pour faire des lives ou alors même des grosses interviews. L'A7 III s'arrête lui à 30 minutes d'enregistrement et ça c'est un peu relou quand on fait par exemple des facecam sur YouTube ou alors même des longues interviews. Dernière chose aussi, Sony a récemment changé ses menus et ils ont appliqué ça du coup à tous les boîtiers de toute leur gamme et ça je vous avoue que ça change un petit peu la vie. C'est moins galère à trouver ce qu'on recherche. Alors c'est encore un petit peu le merdier à certains endroits, je ne vais pas vous le cacher, mais passer des anciens menus qu'on avait par exemple sur l'A7 III au nouveau menu qu'on a sur l'A7S III ou alors même sur l'A7 IV, je vous avoue que ça fait des petits guillemets dans le ventre. On enchaîne avec la qualité d'image. Alors il faut bien nuancer que la qualité de votre vidéo ou photo dépend pas que du boîtier, mais surtout de l'objectif que vous utilisez. Donc gardez bien ça en tête. Par contre, l'A7 IV va vous permettre de faire de belles images avec quelques petites specs en plus. Première chose, c'est la plage dynamique. Si vous ne le savez pas, en gros, la plage dynamique, c'est la capacité de votre caméra à aller chercher des infos dans les hautes et dans les basses lumières de votre plan. Typiquement, l'A7 IV a 15 stops de dynamique en S-Log 3, là où l'A7 III
3 était à peu près, je crois, à 14 stops, donc bah, du coup c'est un de plus, donc forcément on prend. Ce qui fait que dans une image compliquée en termes d'exposition, la caméra va réussir à garder un maximum d'infos, même là où c'est un peu cramé. Alors bien sûr, ça fait pas des miracles, hein, mais perso, j'étais quand même plutôt surpris. Deuxième chose, c'est les couleurs. Alors Sony a un petit peu la réputation d'avoir des couleurs, on va dire, tendancieuses, genre pas hyper fidèles à la réalité. Ça reste très léger, mais on peut apercevoir une petite teinte un peu verdâtre, voire magenta sur les boîtiers les plus anciens, comme par exemple la 7 III. Ça se voit pas mal, surtout sur les teintes de peau. Clairement, on voit que Sony a grave bien travaillé sur ce problème avec ses nouveaux boîtiers. Et la 7 IV a donc une meilleure représentation des couleurs, et notamment des teintes de peau, donc ça c'est plutôt cool. Alors, c'est pas encore les couleurs de chez Canon, mais avec un petit peu d'ajustement en post-production dans certaines situations, on arrive vraiment à un résultat qui est plutôt propre. Donc on a la possibilité de filmer en S-Log 3 pour une meilleure plage dynamique comme on a vu juste avant. Je vous avoue que maintenant, c'est quasiment le seul profil que j'utilise. Ça permet de garder un maximum d'infos. Alors ça peut faire un peu peur au début pour avoir le temps de le maîtriser, mais avec le temps et pas mal d'entraînement, vous allez voir que ça se fait plutôt bien. Et sinon, ils ont également mis le profil d'image S-Cinétone, qui est un profil d'image avec un petit peu moins de plage dynamique, mais une meilleure gestion des teintes de peau. Donc si jamais vous voulez pas vraiment trop vous prendre la tête à retoucher vos vidéos en post-production, ce profil-là est fait pour vous. Moi, je vous avoue que je l'utilise pas mal, ce profil-là, surtout pour tout ce qui va être face cam ou alors des interviews où j'ai pas trop envie de me prendre la tête, c'est plutôt pratique. Parlons aussi des ISO maintenant. Alors, une bonne amélioration de la gestion des basses lumières sur la 7 IV. Bon, on le sait, dans tous les cas, Sony, c'est une référence en montée en ISO, mais j'ai bien vu une petite différence pour le coup entre la 7 IV et la 7 III. On a la même histoire de double ISO que la 7 III, ce qui fait qu'on a un palier où justement le bruit numérique baisse d'un seul coup. Il me semble que c'est à 3200 ISO que ça baisse, donc ça c'est plutôt bien pour nous. Mais honnêtement, en situation réelle, on a quand même très peu de bruit numérique à l'image. Bien sûr, c'est pas au niveau non plus de l'A7S III, mais c'est pas non plus comparable, c'est pas les mêmes capteurs, ils n'ont pas le même nombre de mégapixels. Pour info, plus vous avez un nombre de mégapixels élevé, plus vous aurez du bruit numérique quand vous montez dans les ISO. Mais pour le coup, j'ai été assez étonné des capacités de l'A7 IV qui tient vraiment bien la montée en ISO. Après, forcément, quand on monte trop, ça va se voir, mais dans l'ensemble, j'ai été quand même plutôt agréablement surpris par ce boîtier. J'aimerais vous parler maintenant de la stabilisation, parce que là aussi, il y a une grosse évolution. Donc l'A7 IV a un capteur stabilisé sur 5 axes. Globalement, la stabilisation standard est mieux gérée sur l'A7 IV que l'A7 III. On a moins de mouvements bizarres et je trouve que l'A7 IV fait un meilleur taf. Si par exemple je marche à main levée avec la caméra dans la main, je pense que vous allez très vite voir la différence entre les deux. Mais surtout, ils ont inclus une étape au-dessus de la stabilisation standard qui est la stab active. Là, ça va cropper un petit peu dans votre image, mais ça va être beaucoup plus stable. C'est cool qu'ils aient mis cette nouvelle feature sur l'A7 IV, ça permet de pas trop avoir de stabilisateur quand on marche. Perso, j'ai fait quasiment tous les plans que vous avez vus à main levée, donc honnêtement, avec cette fonctionnalité activée, ça fait plutôt des plans vraiment smooth. L'autofocus maintenant, c'est exactement le même autofocus que l'A1, qui est le boîtier haut de gamme photo de chez Sony. Donc vraiment, ça manque pas sa cible. Je pense que j'ai jamais trop manqué le focus dans tous les plans, tellement l'autofocus est bon. On a l'autofocus en continu sur le visage, voire même sur l'œil en photo et en vidéo, donc ça c'est hyper pratique. Pareil, on a maintenant la possibilité de faire le focus automatique sur les animaux et même sur les oiseaux. Donc pour tous nos amateurs de shooting photo, vidéo, animalier, c'est plutôt un petit kiff. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le seul boîtier Sony à proposer cette fonctionnalité. Alors, j'imagine que ça va arriver par la suite sur les autres boîtiers, mais pour l'instant, il n'y a que le Sony A7 IV qui peut le faire. Pratique aussi, on peut toucher notre écran où on veut que le focus soit, et ensuite on peut bouger notre sujet, et du coup, il va rester en focus. Ça, c'est une feature que j'aime bien perso. Parlons maintenant de la partie photo. Alors, bien évidemment, on a la possibilité de shooter en RAW jusqu'à 10 images par seconde, ce qui n'a pas évolué depuis l'A7 III, et ça, c'est un petit peu dommage. Moi qui ne suis pas un photographe professionnel de sport ou d'activité qui nécessite beaucoup de réactivité, je vous avoue que ça me va très bien cette cadence de 10 photos RAW par seconde. Par contre, on a une amélioration du buffer, ce qui veut dire que techniquement, on peut prendre des photos à l'infini. J'adore ce son, j'adore, waouh, c'est vraiment super ce qu'ils font. L'autofocus aussi est vachement bon, honnêtement, il manque pas sa cible et ça fait plaisir de pas trop se soucier de savoir si notre photo va être focus ou non. Normalement, il va pas manquer. Je trouve les photos de très bonne qualité avec un bon piqué. Encore une fois, tout dépend de l'objectif, mais j'avoue qu'avec 33 mégapixels, c'est bien pratique pour zoomer ou même pour recadrer notre image en post-production. Pour terminer, parlons du prix de l'A7 IV. Le boîtier nu est vendu à 2800 €, soit un certain prix pour un boîtier milieu de gamme. L'A7 III à sa sortie était à 2300 €.
Donc là, on voit bien qu'ils augmentent leur prix, mais bon, en même temps, je pense que c'est à peu près normal dans le contexte où il y a quand même pas mal de nouveaux boîtiers qui sortent très régulièrement. Clairement, c'est un budget, mais c'est pour moi à l'heure actuelle un des meilleurs boîtiers rapport qualité-prix sur le marché. D'ailleurs, si vous voulez acheter le Sony A7 IV ou même n'importe quel matos en photo et en vidéo, je vous conseille de passer par IPLN. C'est une boîte française avec un service au top, t'es livré en un jour et ça honnêtement, je sais même pas comment ils font. Bref, je peux que vous les recommander pour l'achat de votre matos. Si jamais vous créez un compte chez eux, ça serait cool d'utiliser le code créateur Maxime, ça vous coûtera pas plus cher et moi du coup ça me donnera une petite commission si jamais vous achetez du matos chez eux. Je suis en train de plus en plus me détacher de mon partenariat avec Amazon et je vous avoue que ça me fait enfin kiffer d'avoir une boîte française qui a un service qui fonctionne vraiment très bien. Donc honnêtement, n'hésitez pas à y aller les yeux fermés chez eux, vous allez voir que vous ne serez pas déçus. Avant de vous donner mon avis sur le boîtier, je voulais vous faire un petit récap des plus et des moins du Sony A7 IV. Alors si on commence par les plus, on a un écran tactile qui est retournable à 180 degrés. On a la possibilité de filmer en 4:2 10 bits en interne et ça c'est quand même cool. On a aussi la possibilité de faire du ralenti en 4K jusqu'à 50 images par seconde. L'autofocus est hyper performant, on a la détection des visages et des yeux, que ce soit pour les humains, les animaux et du coup maintenant les oiseaux, en photo et en vidéo. Les couleurs aussi, je trouve que l'A7 IV gère beaucoup mieux les couleurs et notamment les teintes de peau et ça c'est quelque chose que j'avais vraiment vu la différence par rapport à l'A7 III. Et pour terminer, on a une très bonne gestion des basses lumières avec une bonne montée en ISO. Les moins maintenant, alors on a un rolling shutter qui est quand même bien présent. Le rolling shutter, si vous savez pas ce que c'est, en gros c'est le fait que les lignes en fait s'arrondissent quand tu vas tourner ta caméra de gauche vers la droite. Et ça malheureusement le Sony A7 IV l'a quand même pas mal. Enfin on peut voir quand même que c'est assez présent. Le dernier point, et je pense que vous vous en doutez, c'est le fait qu'il y a un gros crop quand même de 1,5 en 4K 50. Alors maintenant mon avis sur le Sony A7 IV. Alors pour moi c'est quand même un boîtier qui est excellent. En fait on parle clairement d'un boîtier qui a les mêmes capacités qu'un Sony A7S III en termes de couleur, en termes de plage dynamique, en termes d'autofocus, certes avec un rolling shutter qui est quand même un peu plus présent, quand même un bon crop en 4K 50 et pas de 4K 120, mais pour 1400 € moins cher que le Sony A7S III. Alors oui, Sony aurait pu faire mieux, notamment au niveau du crop et au niveau des rafales, mais il ne faut pas oublier que Sony doit forcément segmenter son marché avec ses différents boîtiers pour éviter que tout le monde se jette par exemple sur le Sony A7 IV. Donc je suis pas étonné des choix qu'ils aient fait, même si j'avoue que j'aurais préféré ne pas avoir de crop en 4K 50, mais finalement ça m'a pas dérangé tant que ça pendant mon test. Pareil, je m'attendais vraiment à avoir une grosse différence avec mon boîtier principal qui est le Sony A7S III et honnêtement j'ai pas vu tant de différence que ça. Honnêtement je suis plutôt bluffé par la capacité de l'appareil au prix qu'il le propose. Alors je vais pas non plus revendre mon A7S III pour l'A7 IV, mais par contre en deuxième boîtier, moi qui avais maintenant l'A7 III, je pense que je vais très rapidement passer à l'A7 IV parce qu'il y a vraiment une très grosse différence entre les deux. C'est une vraie nouvelle version et pas juste une petite update de la gamme Alpha 7. Et on parle aussi d'un boîtier qui est autant performant en vidéo qu'en photo, à tel point que tu peux utiliser de manière professionnelle dans les deux domaines. Donc pour moi, je pense que vous l'avez compris, mais l'A7 IV c'est un excellent boîtier pour les amateurs et professionnels de photos et vidéos et pour le prix qu'il propose avec les specs qu'on a vu justement avant, il fait partie pour moi des boîtiers les plus complets dans sa gamme de prix. J'espère que cette vidéo review vous aura plu. J'en fais pas tant que ça sur la chaîne, mais je vous avoue que moi j'aime quand même bien en faire de temps en temps, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Pareil, pensez au pouce bleu, c'est ce qui m'aide aussi pas mal à grossir en tant que chaîne. En tout cas, moi il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine dans une autre vidéo, et puis la bise.